Alors, comment faire des polariseurs, justement? Eh bien, juste la manière la plus simple, effectivement, c'est d'absorber euh, une des directions de polarisation. Donc, vous avez vu que là, le polariseur, la matrice de Jones, elle est assez claire. Elle dit, bon, ce qui est polarisé sur un X, je vais le garder. Et ce qui est polarisé sur un Y, ben, il va disparaître. Et donc, une des manières d'implémenter ça simplement, c'est de faire un matériau anisotrope tel que, suivant X, euh, on va transmettre le champ électrique et suivant Y, il va être absorbé dans le matériau. Donc le matériau va avoir une direction privilégiée, c'est la direction du polariseur qui va laisser passer l'intensité, le champ, alors que dans la direction orthogonale, elle va disparaître. Alors, ben, une manière simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une propriété de matériaux qu'on appelle le dichroïsme. Alors, le dichroïsme, ça veut dire deux couleurs en fait. Et donc, c'est des matériaux qui sont anisotropes et qui ont deux couleurs parce que justement, elles n'absorbent pas, si on les éclaire avec une lumière blanche, elles n'absorbent pas de la même manière dans le spectre les polarisations d'une direction et d'une autre. Alors ici, donc on le rencontre dans les cristaux naturels, par exemple. Donc je vous ai mis un exemple avec la tourmaline. Donc la tourmaline ici, vous avez un cristal de tourmaline taillé. Vous l'éclairez avec deux polarisations et vous voyez deux couleurs qui sortent. Donc en fait, vous voyez que suivant la polarisation, spectralement, l'absorption est différente. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour fabriquer, donc qu'on peut utiliser pour fabriquer des polariseurs avec à partir de cristaux. Euh, à l'inverse, on- on- quand on connaît les propriétés d'absorption des cristaux, on peut caractériser ces cristaux grâce à des mesures de polarisation. Alors en fait, c'est ce type de polariseur qui a été le plus utilisé, qu'on appelle des films polaroïdes. Alors les films polaroïdes, c'est en fait, donc ça, c'est les films qu'on va mettre sur les écrans de télé ou les lunettes, de soleil, par exemple, polarisantes. Ces films, ou les lunettes pour faire du 3D au cinéma, ces films sont des films synthétiques donc, qui sont réalisés avec un polymère de PVA avec de l'iode. Alors l'iode a la propriété donc, donc c'est des molécules qu'on va étirer. Donc quand on fabrique le film, on va étirer le film dans une direction. Donc toutes les molécules sont alignées. Les molécules d'iode, en fait, vont donner une propriété dopante de conduction. Et donc, c'est un peu comme si on avait, en fait, des fils alignés à l'échelle moléculaire dans une direction. Et ces fils sont pratiquement, donc, sont conducteurs. Et donc, lorsque le champ électromagnétique entrant, eh bien, va être dans la direction va essayer d'exciter les électrons dans la direction de ces molécules. Donc, il faut faire très attention, hein. Les molécules ici, dans ce cas-là, seraient à l'horizontale, d'accord? En fait, les électrons vont être excités et vont absorber l'énergie. Et donc, la polarisation dans la direction des molécules va être absorbée. Et on va laisser passer la direction orthogonale qui, elle, ne va pas trop interagir avec les électrons de ces molécules. Donc, c'est un moyen simple d'avoir des polariseurs. Alors, ce n'est pas des polariseurs très performants. On obtient des polarisations avec des taux d'extinction relatifs de l'ordre de 99%. Hein. Donc ça dépend ce qu'on veut en faire, mais c'est largement suffisant pour certaines applications, notamment les écrans. On retrouve ce même type d'approche par molécule, enfin disons par une sorte de fil aligné. Alors d'une part dans l'infrarouge, où alors là vraiment les longueurs d'onde étant plus grandes, on peut avoir vraiment des fils qu'on tire pour faire ces polariseurs. Et dans l'optique, on peut vraiment tirer des fils métalliques. Alors là, on a à ce moment-là des nanobâtonnets métalliques d'argent, enfin en particulier, mais aussi d'autres types de métaux, qu'on fabrique et qu'on aligne, donc c'est avec des propriétés qu'on a plasmoniques et qui vont servir de polariseur. Donc ça, c'est on va dire le polariseur de. Euh, les matériaux anisotropes ont également ce type de matériaux anisotropes peuvent être aussi transparents.
c'est-à-dire que donc on a deux directions privilégiées, mais les deux directions ne sont pas absorbées et laissent passer la lumière. Alors à ce moment-là, on n'a plus un polariseur, mais on laisse passer donc euh, la lumière suivant les deux polarisations. Mais par contre, à cause de l'anisotropie, le milieu que l'on va, suivant la polarisation, le milieu va être perçu avec un indice de réfraction qui est différent. Donc c'est ce qu'on appelle des milieux biréfringents. Alors biréfringents rectilignes parce que ils sont chacun associés à une polarisation rectiligne. Donc ici, l'exemple le plus connu, c'est un cristal de calcite. Alors vous voyez que la calcite, effectivement, euh, lorsque vous essayez d'imager avec un cristal de calcite, ben, vous voyez deux images apparaître. Et ces deux images, en fait, sont associées. Donc ici, vous voyez le schéma avec une non-polarisation en entrée euh, va traverser la calcite avec des indices de réfraction, donc des lois de Snell-Descartes différentes, et va aboutir à la formation de deux images qui sont chacune associées à une polarisation donnée. Ça veut dire que si je fais passer un polariseur euh, de type de celui on a vu juste avant, donc un polaroid devant ces images, eh bien je vais voir, lorsque je le fais tourner successivement, s'éteindre une image et l'autre lorsque le polariseur tourne de 90 degrés. Alors ça, c'est dû évidemment, donc à chaque fois, ces propriétés évidemment sont dues à des propriétés microscopiques à l'intérieur de la structure cristalline. Alors ici, vous avez donc la structure rhomboédrique de la calcite. Et donc, vous voyez en fait que les directions il y a des directions qui sont pas les mêmes lorsque l'on se propage dans ce cristal. Et c'est ça qui fait que la réfraction, la polarisabilité des molécules à l'intérieur, des électrons, n'est pas la même suivant les deux directions. Euh, donc évidemment, donc c'est ce que je disais, hein, la polarisabilité électronique du matériau, elle est liée à la structure. Donc ça veut dire que, comme vous pouvez le voir ici, euh, la calcite qui est taillée suivant ces plans cristallins, eh bien, les deux images qu'on va avoir sont évidemment reliées à l'orientation de ces plans cristallins. Donc il est possible de savoir comment vont se former ces deux images à partir de la connaissance de la structure cristalline du cristal qui est constitué. Donc dans ces cristaux anisotropes, si on veut décrire la permittivité relative qui caractérise l'indice de réfraction, alors jusqu'à présent dans les cristaux isotropes on voyait que la permittivité c'était un scalaire qui reliait donc le champ électrique au déplacement électrique. En fait, dans le cas général, dans des matériaux anisotropes de ce type-là, c'est en fait une matrice, ce qu'on appelle un tenseur d'ordre 2, donc décrit par une matrice. Et ce tenseur d'ordre 2, lorsqu'il est non absorbant, il est symétrique et donc on peut le diagonaliser. Donc il existe un système d'axes propres, évidemment relié à la structure cristalline du matériau considéré, tel que ce tenseur de permittivité relative est diagonale. Et dans ce cas-là, vous voyez que donc, pour un champ électrique orienté suivant de l'axe 1, il est associé à un indice de réfraction N1, pareil pour l'axe 2 et pareil pour l'axe 3. Et donc ces axes dans cette base où le tenseur de permittivité relative est diagonale, cette base, les axes associés à cette base sont dits axes principaux, ce sont des axes propres de polarisation, hein, où la polarisation se propage sans être modifiée dans le cristal. Donc, alors, il faut faire attention, hein, c'est des axes, c'est E qui est dans cette direction, hein, ce n'est pas K, ce n'est pas la lumière qui se propage dans cette direction, c'est le vecteur électrique qui est dans cette direction. Alors, en fait, donc là, on peut étudier en fait comment se comporte vraiment la propagation dans ces milieux-là, mais c'est en dehors de notre cours. Donc il y a toute une partie qui va consister à réécrire les équations de Maxwell avec ce tenseur de permittivité relative et de regarder finalement comment se propagent ces ondes et comment en déduire la propagation dans ces milieux.
En fait, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il existe, c'est ce résultat qui est important, donc je passe sur la démonstration. Il existe en fait des axes particuliers de propagation donc de la lumière, donc de- d'orientation, donc de cas, hein, c'est des axes suivant lesquels la lumière se propage, qu'on appelle axes optiques, pour lesquels euh, la, la lumière se propage dans le cristal comme si c'était un milieu isotrope. Donc il existe des directions privilégiées de propagation dans le cristal, euh, donc ces axes optiques, pour lesquels le milieu est comme isotrope. Ça veut dire que, quelle que soit la polarisation en entrée, la polarisation, elle n'est pas déformée, elle n'est pas changée par le milieu. Alors il y a deux types de cristaux. Ceux pour lesquels les trois indices ici, N1, N2, N3, sont différents, et à ce moment-là, il existe deux axes dans ces cristaux euh, pour lesquels la propagation se propage comme si on était dans un milieu isotrope. Alors ça dépend donc de la structure cristalline, donc c'est par exemple les orthorhombiques. Euh, et l'autre cas, c'est deux de ces indices sont égaux, et par exemple N1 et N2, et N3 est différent. À ce moment-là, il existe un seul axe pour lequel la propagation se fait comme si on était dans un milieu isotrope. Alors là, ils sont associés plutôt à des cristaux qui sont de type hexagonaux, donc anisotropes, mais une anisotropie avec différente, avec des propriétés de symétrie différentes, les rhomboèdres, etc. Euh, c'est le cas par exemple de la calcite. Donc dans ce cas-là, l'axe optique, on voit qu'il est suivant l'axe 3. Pourquoi? Parce que quand je me propage suivant cette direction 3, le champ électrique, il est, euh, euh, il est transverse, donc il est euh, dans le plan contenu par 1 et 2. Or, les indices sont les mêmes, donc dans ce plan-là, quelle que soit la direction de E dans ce plan-là, eh bien, elle voit le même indice. Donc effectivement, ce cristal a l'air, lorsque l'on se propage dans une direction 3, et il a l'air isotrope. Alors, il y a deux cas. Donc, alors, on appelle tout d'abord, quand les deux indices qui sont égaux, on appelle leur indice, cet indice ordinaire. On verra pourquoi un peu plus tard. Et l'axe 3, on l'appelle, enfin l'indice associé à l'axe optique est appelé indice extraordinaire. Et donc il y a deux cas, soit l'indice ordinaire est plus petit que l'indice extraordinaire, alors à ce moment-là le cristal est dit positif, alors c'est le cas du quartz par exemple, alors oui, je vous mets quelques valeurs juste pour que vous vous rendiez compte. Donc on est quand même à des variations d'indices, des différences d'indices, dans des cas assez importants, hein. Donc le quartz c'est quelque chose qui est assez biréfringent. On est de l'ordre de la centième de valeur relative. Donc, dans le cas de cristaux négatifs, la calcite en est un. Et vous voyez que la calcite, elle est vraiment très biréfringente. Et là, on est de l'ordre du dixième hein, de la valeur. Donc, alors, ça dépend beaucoup de la longueur d'onde. Hein, ces écarts d'indices, il ne faut pas oublier hein, qu'il y a de la dispersion. La dispersion fait que euh, l'écart des indices change beaucoup avec la longueur d'onde. Donc, les cristaux biréfringents peuvent être taillés en lames minces. Donc, ici, on voit une lame d'une épaisseur D. Et donc ces lames sont taillées pour la lumière qui va être incidente normalement à la lame, donc ici dans la direction Z. Et elles sont taillées, on va s'arranger pour que les deux axes neutres de cette lame, donc deux polarisations rectilignes qui ne sont pas modifiées lors de la traversée de la lame, l'une va être suivant X par exemple et l'autre suivant Y. Et donc on voit que dans cette base, la matrice de Jones de cette lame est diagonale, associée à deux valeurs propres, qui sont en fait des déphasages associés chacun à un indice différent suivant X et Y. Donc un rayon lumineux qui se propage suivant Z avec une polarisation rectiligne suivant X va subir un déphasage qui est proportionnel à Nx, et une polarisation rectiligne, donc horizontale suivant Y, va avoir un déphasage proportionnel à NY. Et alors, on s'arrange pour que
le matériau qui est taillé pour faire la lame euh, soit taillé de telle sorte que NX soit différent de NY pour qu'il y ait un écart de phase entre les deux. Et ces indices de réfraction associés à chacun des axes neutres, en fait, suivant la taille, sont une combinaison linéaire de l'indice ordinaire et l'indice extraordinaire que l'on a vu précédemment. Il y a un cas particulier, évidemment, qui n'est pas très intéressant, mais qu'on peut imaginer, c'est si l'axe optique est dans la direction de Z. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que la lumière se propageant suivant l'axe optique perçoit le matériau comme un matériau qui est isotrope. À ce moment-là, on aurait le cas particulier où NX serait égal à NY, qui est évidemment pas très intéressant d'un point de vue lame de retard de phase. Donc, le déphasage relatif entre les deux, qu'on va noter phi, il est proportionnel à l'écart d'indice. Alors encore une fois, cet écart d'indice dépend de l'orientation cristalline. Il dépend aussi évidemment de la longueur d'onde, puisqu'à cause de la dispersion. Ensuite, il est proportionnel au nombre d'ondes dans le vide, donc encore une fois à la longueur d'onde et à l'épaisseur de la lame. On peut exprimer cette différence de phase comme une différence de marche également, avec la formule suivante. Et il faut voir que les deux axes ne sont pas équivalents, puisque relativement, il y en a un qui va apporter un déphasage plus important que l'autre. Donc on appellera l'axe lent l'axe qui est associé à l'indice le plus grand, où le déphasage est le plus important, et l'axe rapide, l'autre axe. Donc vous voyez, il est possible de réécrire cette matrice de Jones en mettant en facteur le déphasage moyen subi dans la lame, qui n'altère en rien la polarisation. Et donc vous avez cette matrice de Jones qui peut se réécrire comme un retard de phase et une avance de phase suivant les deux axes neutres de la matrice, du cristal. Et donc ça ne dépend que finalement de ce déphasage. Alors le cas intéressant, c'est de regarder comment se comporte une lumière rectiligne, polarisée rectilignement au passage de cette lame. Alors si je prends une lumière polarisée rectilignement suivant θ et que je la fais passer dans la lame, ben, vous voyez c'est trivial, le résultat est le suivant. Et dans le cas général, ben, c'est une onde polarisée de manière elliptique en sortie. Alors juste, je vous montre pour vous montrer une illustration assez marrante. Si vous mettez donc du scotch, alors le scotch est un milieu biréfringent parce qu'en fait c'est des molécules étirées dans la direction du déroulement du scotch, de la bande du scotch. Et donc lorsque vous mettez du scotch et que vous la mettez entre deux polariseurs croisés, et bien en fait vous voyez que vous rentrez donc une lumière polarisée suivant comment vous l'avez collé à un angle θ, et qui sort une onde polarisée elliptiquement, qui vous donne de la lumière qui passe entre deux polariseurs croisés. Alors ici, dans la partie noire, il n'y a pas de scotch, ici il y a du scotch. Et alors ensuite, cette polarisation, eh bien, elle va changer suivant l'orientation du scotch évidemment, mais également la quantité de scotch que vous allez mettre. Donc vous voyez qu'on peut coller plusieurs bouts de scotch et augmenter ce déphasage qu'il va y avoir entre les deux lames et refaire des couleurs. Alors, il faut dire quand même aussi que, j'en ai pas parlé, mais ce déphasage, évidemment, il dépend d'autre part beaucoup de la longueur d'onde de la lumière, puisque il inclut le vecteur d'onde, le nombre d'ondes qui est en 1 sur la longueur d'onde, comme on l'a vu, et d'autre part, il dépend de l'écart d'indice entre les deux axes neutres, qui lui aussi, à cause de la dispersion, dépend de la longueur d'onde. Donc tout ça, c'est très longueur d'onde dépendant. Donc ce déphasage, il va changer en fonction de la longueur d'onde que vous rentrez en entrée. Donc il y a deux cas particuliers importants qui sont utilisés et dont on va voir les applications.
C'est le cas de la lame quart d'onde, pour lequel donc, le déphasage entre les deux axes neutres il est de pi sur 2 modulo pi. Alors en fait, quand on regarde en termes de différence de marche, eh bien, on tombe sur la longueur d'onde sur 4, donc le quart d'onde, d'où le nom de la lame. Et donc dans ce cas-là, lorsque en sortie, j'obtiens deux termes en quadrature suivant les axes. Et vous voyez que si jamais je prends la, la polarisation d'entrée à 45 degrés des axes neutres, et bien en sortie, j'ai une polarisation circulaire droite dans ce cas-là. Alors là, encore une fois, attention, hein, le signe de phi il dépend du choix que vous avez mis pour l'axe de l'orientation d'axe lent et de l'axe rapide. Et donc, si vous aviez, par exemple, vous tourniez cette lame de 90 degrés hein, et vous inversiez l'axe lent et l'axe rapide, vous auriez un signe moins qui apparaîtrait ici, vous auriez à la fin une orientation circulaire gauche. D'accord. Donc il faut faire attention de ce réglage. Et donc ça c'est pour. Donc vous pouvez grâce à ces lames quart d'onde transformer des polarisations circulaires en polarisations rectilignes. D'autre part, si vous rajoutez deux lames quart d'onde, ben, ça vous donne une lame demi-onde, donc le déphasage c'est pi, hein, donc la différence de marche pi, lambda sur 2. D'où le nom de la lame, encore une fois. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en sortie, vous avez un moins qui apparaît, donc elles sont plus en quadrature, mais elles sont en opposition. Et ça, c'est quoi? C'est une polarisation rectiligne dans une direction qui est symétrique par rapport aux axes neutres. Et donc là, ce que vous avez réalisé, c'est vous avez changé une polarisation rectiligne en polarisation rectiligne symétrique. Et là encore, quand vous prenez une polarisation suivant 45 degrés, en entrée, eh bien, vous voyez que vous avez une polarisation suivant moins 45 degrés en sortie, c'est-à-dire une polarisation croisée. Donc ça vous permet en fait de changer une polarisation vers une polarisation rectiligne vers la polarisation orthogonale grâce à cette lame demi-onde. Alors vous voyez ensuite, il existe aussi des lames ondes, par exemple. Alors c'est deux lames demi-ondes qui vont obtenir, donc vous allez réobtenir un déphasage donc, avec 2 pi entre les deux et vous allez réobtenir le déphasage initial. Voilà, donc on peut cumuler, on peut acheter donc des lames qu'il faut évidemment acheter pour une longueur d'onde donnée et qui ont été taillées avec une épaisseur pour une longueur d'onde donnée pour obtenir des lames quart d'onde ou demi-onde pour une longueur d'onde donnée. Donc vous voyez, le problème c'est quand même essentiellement là-dedans le fait que ces lames, elles sont taillées pour une longueur d'onde donnée, donc il y a une dispersion chromatique qui est très importante. Et si vous vouliez par exemple avoir une lame quart d'onde ou demi-onde pour un large spectre, ben, c'est beaucoup plus délicat. On verra une manière d'en obtenir un peu plus tard. Donc, une des applications de la biréfringence rectiligne et de ces lames à retard de phase est un montage standard que l'on appelle isolateur optique. Alors ici, voilà ici un schéma d'un isolateur optique. L'idée est de maximiser la lumière collectée après réflexion sur une surface. Donc vous imaginez que c'est quelque chose qu'on veut faire assez souvent en optique. Donc imaginons pour commencer que on n'utilise pas cette lame quart d'onde, donc comment on procéderait? On aura un laser qui a une certaine illumination, on va avoir une lame semi-réfléchissante à cet endroit-là, donc ici c'est un cube, d'accord? Bon, imaginons qu'il ne soit pas sensible à la polarisation pour commencer, on va prendre un cube à 50%, donc une première partie qui va être transmise, il y a 50% qui va être réfléchie et qu'on va perdre. Ensuite, la partie transmise va être réfléchie et va revenir à cette lame semi-réfléchissante. Encore, on va perdre à nouveau 50% et 50% vont aller vers le détecteur ou vers la suite du montage. Donc on voit qu'avec ça, on a perdu finalement 75% de la lumière entre l'excitation et la collection. Donc on pourrait se dire qu'on peut utiliser la polarisation pour essayer d'améliorer les choses. Et on prend donc un laser polarisé, donc ici polarisé rectilinement. Cette fois-ci, on prend un cube qui a une certaine qui est sensible à la polarisation. Donc, on va gagner au premier passage, c'est-à-dire que la lumière transmise est transmise à 100% lorsqu'elle est polarisée verticalement. Donc, à ce moment-là, on a 100% de la lumière qui va vers la surface.
elle est réfléchie sur la surface, mais elle reste polarisée verticalement. Et là, donc, elle repart vers la source et non pas en réflexion vers un détecteur ou vers la suite du montage. Donc vous voyez que ça ne marche pas non plus. Et donc l'idée, c'est de rajouter ici cette lame quart d'onde. Alors cette lame quart d'onde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la lumière. Alors les axes neutres de cette lame quart d'onde sont à 45 degrés de la polarisation verticale. Et donc c'est ce qu'on a vu juste précédemment, c'est que cette polarisation, lorsqu'elle passe dans la lame quart d'onde, va être transformée, alors, suivant où sont l'axe lent et l'axe rapide, en polarisation circulaire droite ou gauche. Mais ça n'a pas trop d'importance. Donc imaginons que on ait une polarisation circulaire à cet endroit-là. La réflexion ne change pas cette polarisation circulaire qui est réfléchie. Et cette polarisation circulaire va repasser dans la lame. Et cette fois-ci, on a une deuxième lame quart d'onde qu'on va rencontrer. Donc ça va faire une sorte de l'équivalent d'une lame demi-onde. Et à ce moment-là, on sait que la polarisation verticale devient une polarisation horizontale croisée à 90 degrés. Donc cette polarisation donc, horizontale va rencontrer ce cube polarisant et donc être complètement réfléchi à l'interface du cube. Voilà, et donc là, dans ce cas-là, vous voyez que toute la lumière incidente est collectée vers le détecteur ou la suite du montage optique. Donc on a réussi à avoir 100% de la lumière qui était utilisée pour la mesure de cette réflexion. Alors c'est utilisé en pratique par exemple dans les lecteurs CD ou DVD. Alors vous voyez ici on reconnaît pour la lecture, donc on reconnaît le laser, une lentille de collimation, bon, un réseau qui sert juste pour autre chose en fait pour le tracking. Donc ici un cube qui va réfléchir donc en réflexion totale 100% de la lumière. Donc la lumière ici elle est polarisée à cet endroit-là. Donc elle arrive à ce cube polarisant qui est là, cette interface ici. Donc elle laisse passer l'ensemble de la lumière. Ici vous avez une lame quart d'onde, donc la lumière qui est donc orientée à 45 degrés de cette polarisation initiale. Réflexion. La polarisation est circulaire, elle reste circulaire, elle repasse la lame quart d'onde, donc elle est croisée cette fois-ci et vous avez donc elle est complètement réfléchie et elle va vers votre photodiode qui permet la détection donc de l'information gravée sur le disque. Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation de cette technique courante d'isolateur optique utilisant les lames quart d'onde. Voilà. Une autre utilisation importante de la biréfringence rectiligne, c'est en microscopie, ce qu'on appelle la microscopie polarisée. Alors, en fait, ça, c'est pour permettre d'étudier les milieux qui sont biréfringents. Alors, en fait, typiquement, ici, vous avez la comparaison de différentes microscopies. Donc, ici, vous avez donc des fibres de papier qui sont biréfringentes parce qu'elles sont effectivement constituées de molécules alignées dans une direction entre deux polariseurs croisés. Donc, le fond est sombre. Mais vous les voyez bien parce qu'elles sont biréfringentes, donc elles laissent passer la lumière à cet endroit-là. Ici, vous avez une version en champ clair, donc éclairée normalement. Ici, une version champ sombre et ici, une version en contraste de phase. Donc vous voyez que en fait, ça permet d'obtenir de bons signaux. Ici, je vous ai mis un autre exemple qui est avec des cristaux liquides, qui est issu des photos de Guillaume Duré, qui a fait sa thèse au laboratoire Gulliver sur des coquilles de cristaux liquides, et il les a étudiées évidemment en polarisation. Et donc c'est des coques de cristaux liquides qui ont des problèmes topologiques, et donc c'est un autre exemple d'application. Alors c'est très très utilisé aussi pour regarder tout ce qui est cristallographie et ici par exemple les structures cristallines du sucre par exemple, pour déterminer le type de roche dont il s'agit ou les contraintes qui ont été appliquées à certains matériaux. Voilà, donc ça c'est des applications. Une autre application de la biréfringence rectiligne, c'est la microscopie à contraste interférentiel différentiel. Microscopie appelée en anglais Differential Interference Contrast, DIC microscopie. Donc cette microscopie
utilise donc des lames qu'on appelle des lames de cristaux anisotropes, qu'on appelle des Wollaston, ou aussi Nomarski, qui est un peu différent, qui sont des lames constituées de deux systèmes, de deux cristaux qu'on a collés avec ici représentés en fait les axes optiques, vous voyez, suivant des directions différentes, et qui ont la propriété suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre une lumière qui est non polarisée en sortie, en entrée, un peu comme la calcite, et cette fois-ci de manière symétrique, vous allez avoir le rayon ordinaire avec une polarisation rectiligne et une polarisation et un rayon extraordinaire avec la polarisation rectiligne orthogonale qui vont sortir avec des angles légèrement différents. Alors ici, évidemment, pour le dessin, les angles ont été accentués, mais en fait, les angles sont assez proches de l'axe vertical. Alors, en fait, ce que vous avez, c'est comment on utilise ce système. On prend donc une source lumineuse, on la fait passer dans un polariseur qui est orienté à 45 degrés des axes donc neutres de cette lame. À la traversée de la lame, le faisceau est séparé en deux polarisations rectilignes orthogonales, traverse votre échantillon donc avec un léger décalage, ensuite est recombiné dans une autre Wollaston euh, et se recombine ici. Et donc avec un analyseur qui est encore orienté, qui est un polariseur orienté à 45 degrés des axes neutres, vous avez les deux faisceaux qui ont suivi donc des parcours légèrement différents dans l'échantillon. Donc encore une fois, hein, ici c'est exagéré, qui vont interférer. Et donc suivant le déphasage qu'ils ont subi dans l'échantillon en passant à un endroit et à un endroit légèrement décalé, vous allez avoir une interférence qui va changer. Et donc vous allez pouvoir avoir accès aux différences de phase qu'il existe dans une direction donnée pour un échantillon. Alors ici, vous voyez un alliage de cuivre ici. Vous voyez que vous avez des sortes de structures qui apparaissent et donc vous voyez qu'il y a une direction privilégiée qui est la direction donc euh, à 45 degrés ici là dans l'image qui représente en fait euh, 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 l'interférence entre les deux faisceaux. Et vous voyez que donc un côté de ces petites bulles est foncé par une interférence destructive et l'autre est claire et une interférence constructive. En fait, en quelque sorte, avec ce système-là, vous avez accès au gradient de chemin optique dans cette direction-là, puisque vous sondez en fait la différence de marche, le déphasage qui va être obtenu entre un point et un point légèrement différent dans cette direction. Voilà, donc ici je vous montre des applications, donc vous pouvez, il y a des applications en biologie, il y a des applications aussi en structure des matériaux. Voilà, donc ça c'est montable sur n'importe quel microscope, et donc c'est assez utilisé. Il suffit d'acheter donc des Nomarski et ça se fait même donc alors ce déphasage encore une fois il dépend aussi beaucoup de la longueur d'onde et donc vous pouvez avoir des couleurs qui apparaissent qui sont très différentes et vous pouvez faire une analyse quantitative de la variation de couleur pour remonter quantitativement à la différence de marge. C'est une sorte de contraste de phase. Donc une des applications courantes de la biréfringence, c'est de fabriquer des polariseurs très performants. Ces polariseurs sont basés sur le fait que l'indice de réfraction associé aux deux axes neutres est différent et donc si on se met proche de l'angle critique pour la réflexion totale interne, en fait, on va pouvoir séparer les deux polarisations des deux axes, des deux, des deux polarisations suivant les axes neutres. Alors, par exemple, ici, vous avez donc, je vous ai montré deux configurations qui sont très utilisées, le prisme dit de Glant-Thomson et le prisme de Nicholl. Alors, vous voyez par exemple sur le prisme de Glant-Thomson, donc vous avez une lumière incidente qui n'est pas polarisée. Vous avez deux cristaux ici biréfringents. Alors souvent c'est de la calcite ou un autre type de cristal. La petite flèche ici indique la direction de l'axe optique.
Donc cette lumière non polarisée rentre dans le prisme et ensuite arrive donc à cette interface avec de l'air. Et là, en fait, les deux polarisations, verticale et horizontale, sont associées en fait à deux indices. Un indice est au-delà de l'angle critique et donc est complètement réfléchi, c'est l'indice ordinaire qui est là. L'autre est en dessous de l'angle critique, donc est transmis et passe dans le deuxième prisme. Et voilà, il ressort, donc vous avez une polarisation en fait, qui correspond à l'axe neutre associé à l'indice extraordinaire qui est transmis. Alors, en fait, là, c'est un peu simplifié parce qu'évidemment, sur cette interface, une partie aussi, normalement, de l'onde polarisée verticalement va être aussi réfléchie. Donc ici, la polarisation, elle n'est pas complète dans la réflexion, mais c'est pas très grave. On utilise essentiellement ce type de polariseur pour la transmission. On s'arrange par contre pour essayer de pas trop perdre de lumière qui serait réfléchie avec cette polarisation en se mettant dans une configuration qu'on appelle angle de Brewster qu'on va voir qui essaie de minimiser la réflexion pour cet angle-là. Donc voilà pour le prisme de Glant-Thomson. Et pour celui de Nicol, vous voyez, c'est une configuration légèrement différente, mais dans le même esprit. Vous avez une lumière non polarisée qui arrive, vous avez deux prismes qui ont été collés et qui sont cette fois-ci séparés non pas par de l'air, mais par un matériau qui a un indice différent. Et donc, ce que vous avez, c'est que vous voyez que les deux se séparent légèrement parce qu'ils sont associés à des indices différents. La polarisation ici, donc horizontale, est en réflexion totale interne et donc est complètement réfléchie, alors que l'autre continue, donc la polarisation avec l'indice extraordinaire est complètement transmise. Donc vous voyez la différence, c'est que ici le matériau qui est utilisé entre les deux prismes et donc c'est un peu plus simple pour maintenir les prismes. Par contre, évidemment, si vous mettez un petit peu de puissance, ce matériau risque de ne pas supporter cette puissance. Donc, alors que l'air ici est beaucoup plus stable d'un point de vue puissance optique, enfin puissance électromagnétique, je veux dire. Donc ça résiste à des intensités plus grandes. Vous voyez aussi évidemment que alors ces prismes ont un petit défaut, c'est qu'évidemment si l'ouverture numérique à l'entrée, elle est assez faible parce qu'il faut quand même que l'un soit en réflexion totale interne pendant que l'autre puisse passer. Donc ça veut dire que si vous variez légèrement l'angle, vous voyez bien que à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Par exemple, celui-là va se mettre aussi en réflexion totale interne. Et donc les ouvertures angulaires de ces prismes sont assez faibles. Par contre, ils sont assez large bande parce que, alors on a vu que les indices de réfraction associés à l'onde ordinaire et extraordinaire sont en fait évidemment dépendent de la longueur d'onde, mais assez faiblement. Donc en fait, on a des prismes qui sont relativement large bande d'un point de vue spectral. Et ça, c'est intéressant. Par contre, leur performance en termes de réjection et de polarisation de sortie sont vraiment excellents et incomparables par rapport aux polariseurs de type Polaroid. Là, on est à des ordres de ratio de l'ordre de 10 000, voire plus, pour la polarisation de sortie. Je voudrais maintenant montrer un dernier aspect sur la biréfringence rectiligne, qui est le phénomène de Wolkoff qui dépasse le cadre de notre étude, mais qui est très intéressant. Donc je vais juste le mentionner. Comme on l'a dit, puisque maintenant la permittivité relative n'est plus un scalaire mais un tenseur d'ordre 2, il existe des possibilités pour que E et D ne soient plus collinéaires et donc indiquent une direction différente. Donc si on réécrit les équations de Maxwell, on s'aperçoit que effectivement donc D et H restent dans le plan transverse par rapport au vecteur d'onde K, mais par contre E
est dans ce plan DK, mais fait un petit angle par rapport à D et n'est plus dans le plan transverse. On constate également que le vecteur de pointing qui s'écrit E vectoriel H est toujours orthogonal à E et toujours dans le plan d'ailleurs DK. Donc en fait, vous voyez que dans ces milieux anisotropes, dans certains cas, on va avoir une chose assez bizarre, c'est que le vecteur d'onde et le rayon lumineux qui est donné par le vecteur de Poynting ne sont plus collinéaires et se déplacent en directions différentes. Alors ça veut dire quoi? Le- L'isophase, donc qui est toujours transverse au vecteur d'onde, donc qui est donné dans le plan DH. Cette isophase n'est plus confondue avec le plan d'excitation qui est des dipôles, qui est lui donné par EH, d'accord, qui a une orientation légèrement différente. Voilà, donc ça veut dire que, donc on appelle ça du walk-off, ça veut dire que le rayon dévie par rapport au vecteur d'onde. Alors ça, on pouvait le voir dans les exemples que j'ai donnés dans la calcite, par exemple, où on a des choses assez bizarres. C'est que même quand le rayon lumineux est incident sur une lame qui a une face orthogonale à ce rayon lumineux, normalement, même si les indices de réfraction sont différents suivant le rayon ordinaire et extraordinaire, ça ne devrait pas, il devrait rester confondu avec la normale à la surface. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même des rayons lumineux qui arrivent en incidence normale, à cause de ce phénomène de walk-off, vont être déviés. Et c'est ce qu'on voyait dans la calcite. La calcite, si vous avez bien regardé, elle avait des faces qui étaient parallèles au plan sur lequel elle était posée, et donc la lumière incidente était quand même déviée. Et ça arrive, quand ça n'arrive que pour les rayons qui font intervenir un indice qui n'est pas l'indice ordinaire. Donc ça veut dire qu'ils sont associés avec des indices qui intègrent l'indice extraordinaire. Et ces rayons, on les appelle ces rayons qui sont donc extraordinaires dans le sens où ils ne suivent pas les lois attendues de Descartes. Voilà, donc ça, si on voulait faire tout le calcul complet, en fait, eh bien, il faudrait aller dans le détail de ces équations. Mais en fait, vous voyez qu'ici, on a toutes les bases pour le faire, ce calcul, mais il est assez compliqué pour finalement déduire la vraie orientation des rayons lumineux et donc sort du cadre de ce cours.